Bonjour Justine Atlan. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. 25% des internautes de 15 ans et plus reconnaissent qu'ils réduisent leur temps de sommeil, donc ils raccourcissent les nuits au moins une fois par semaine à cause des écrans. C'est la première fois que l'INSEE se penche sur les usages des ados et des adultes. Est-ce que ce chiffre vous étonne ? Pas vraiment, pas vraiment. Pas vraiment. D'ailleurs, je pense que ça étonne pas grand monde. Ce qui est intéressant dans ces chiffres, c'est que c'est une étude rigoureuse qui a été faite et qui finalement valide des intuitions qu'on a tous. C'est qu'en fait, les écrans et l'activité qu'on a dessus, elle nous prend du temps pour plein d'autres choses d'ailleurs, et qu'on a du mal à maîtriser ce temps et qu'on en vient à se priver finalement des trois choses essentielles que on a besoin l'être humain, c'est boire, manger et dormir. Oui. Et ça nous prive d'un des éléments essentiels qui est vital. C'est même particulièrement frappant chez les 15-19 ans. 37% de cette population se prive de sommeil, 43% des 20-29 ans. On apprend aussi que les adultes et les ados négligent leurs loisirs à 10% pour rester devant les écrans. 9% ressentent une envie obsédante de les consulter. Ça, ces deux éléments sont clairement des indications d'une addiction. Absolument. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'étude de l'INSEE, c'est que mine de rien, ils ont posé des questions qui sont les questions qu'on pose en général à des utilisateurs de jeux d'argent, par exemple, ou d'autres types d'addictions qu'on appelle comportementales, donc qui ne sont pas avec des produits, mais qui sont des comportements qu'on a, mais qui nous rendent un peu accros. Et donc, c'est en général des questions qu'on pose d'auto-évaluation pour un joueur, par exemple, en lui demandant, quel est ton rapport au jeu ? Et quand il répond trop oui à toutes ces questions-là, on lui dit, là, tu es vraiment dans un comportement addictif. Et c'est exactement ces questions-là qu'on a posées à ces jeunes. Et manifestement, pour certains, en tout cas sur du déclaratif, il y en a peut-être plus qui répondraient oui si on creusait un peu, ils avouent avoir toute cette difficulté de se priver de choses qu'ils aiment pourtant par ailleurs, d'avoir une forme de malaise quand ils sont devant les écrans, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ne pas y être, mais quand ils sont dedans, ils ne sont pas hyper bien non plus. Et c'est là où on se rend compte qu'on est dans un comportement qu'on ne maîtrise plus et que ça provoque un sentiment assez désagréable. Mais ce qui est intéressant, c'est que les jeunes commencent à avoir des stratégies aussi. Et on va en parler dans un instant, parce qu'il y a des bonnes nouvelles aussi dans cette étude. Mais encore un dernier point qui est assez inquiétant, c'est les conséquences, et notamment sur la vie amicale, mais la vie familiale, avec 5% des sondés qui indiquent que ça a des conséquences sur les relations et des tensions familiales. Est-ce que c'est aussi ce que vous entendez à travers l'association e-Enfance, des témoignages que vous recueillez ? Je pense que si on avait posé cette question aux parents, on aurait un chiffre beaucoup plus important sur effectivement les conflits que ça pose dans la famille. Beaucoup de parents, la majorité d'ailleurs, voient le numérique comme une source de conflit avec leurs enfants, et c'est pour ça qu'ils ont du mal avec le numérique, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont fait rentrer le loup dans la bergerie, qu'ils se sont fait complètement avoir, et qu'en fait sans ça, ils seraient beaucoup moins en conflit avec leur enfant. Alors c'est forcément vrai, parce que l'adolescence est malheureusement une période de conflit, mais c'est vrai que le numérique est très associé à ça pour les parents, et c'est pour ça que ça provoque également un malaise, et qu'ils aimeraient bien que les réseaux sociaux, par exemple, soient beaucoup plus en alliance avec les parents pour cadrer l'usage des enfants, et qui trouvent que ce sont finalement un peu des traîtres, qui sont un peu, excusez-moi le mot, mais un peu comme des dealers, qui viennent, pour rester dans un langage effectivement d'addiction, qui sont des dealers cachés dans la chambre de leur enfant, qui passent leur temps à leur dire « Allez, viens voir, t'as pas le bon âge, c'est pas grave, allez, viens quand même, allez, reviens, ça fait longtemps que t'es pas venu, etc. » Et que tout seuls, parents, ils peuvent pas lutter contre ça. À côté de ça, les écrans, ils ont quand même aidé, et notamment la tranche la plus sensible aujourd'hui, 15-19 ans ou 20-24 ans, il y a 4 ans, lors du Covid, ils ont permis aux jeunes de garder une vie sociale. Donc il n'y a pas eu que du mauvais, mais est-ce qu'aujourd'hui, cette addiction, c'est aussi la conséquence de cette période-là ? Alors c'est vrai que tous les spécialistes constatent effectivement qu'il y a eu un basculement à cause du Covid, où finalement on a été tous enfermés dans le numérique, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que les jeunes en ont pâti, parce qu'ils sont plus vulnérables, mais en fait c'est parce que la société en général y était, les parents aussi, et donc les jeunes se sont plongés là-dedans, à un âge où effectivement on va développer des habitudes ensuite, et on constate effectivement qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont eu du mal à sortir de ce rapport aux écrans, et c'est là où ils ont besoin encore une fois de nous, les adultes, des parents, mais aussi de toute la société pour les aider à le faire. Ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Mais alors, nous, en tant que parents, on peut maîtriser ou limiter la consommation d'écran des tout petits. On fait comment avec un ado de 15 ans ou avec un enfant de 20 ans ? Voilà, à nouveau, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus surinvestir les parents, parce que c'est fait qu'ils luttent contre des géants du numérique qui, franchement, ne sont pas en alliance aujourd'hui pour vraiment permettre aux parents de limiter les usages de leurs ados. Donc, on fait ce qu'on peut, déjà. Arrêtons, effectivement. Maintenant, c'est vrai qu'il faut penser à l'équipement. Vraiment, il faut réfléchir à ne pas équiper trop tôt son enfant en smartphone, parce que c'est vrai que c'est vraiment ça qui devient compliqué. Il faut effectivement, quand ils sont jeunes, leur en parler en leur disant qu'avant 13 ans, normalement, ils n'ont pas le droit d'y être, et essayer de faire respecter ça. Mais il faut aussi dialoguer sur les usages du numérique pour être sûr que son ado va partager avec nous ce qu'il y fait, et
qu'on ne regarde pas ça comme quelque chose de négatif, auquel cas il va complètement dissocier le coupe numérique pas et de vue. nous. Voilà. Ouais. Donc il faut aussi montrer ce qu'il y a de bien, partager avec lui, trouver ça formidable. Et ce qui est vrai, c'est que c'est formidable aussi et qu'effectivement, ils y trouvent des contenus qu'ils ne trouvent pas ailleurs et qui sont essentiels au développement d'un adolescent. Et que c'est utile aussi dans la scolarité. Je pense notamment au logiciel Pronote qui permet de suivre la scolarité de son enfant. Donc, ils en ont et nous, parents, en avons aussi besoin. On en parlait de la bonne nouvelle de cette étude, c'est qu'il y a malgré tout une prise de conscience et la mise en place de mécanismes chez les jeunes eux-mêmes pour essayer de se limiter. Tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est un peu la génération qui a 20 ans aujourd'hui. L'étude, elle parle des 15-25 pour cette tranche-là. Et ceux qui ont 20 ans à peu près, c'est vrai que c'est intéressant. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient un peu plongés dans ces applications sans trop arriver à se limiter. Ils ont un regard assez critique de côté positif sur les contenus. Ils se rendent bien compte qu'il y a des choses intéressantes, mais il y a aussi vraiment des trucs inutiles et qui passent beaucoup de temps sans s'en rendre compte. Et donc, ils ont mis en place des stratégies pour se limiter, pour se mettre des espèces de chronomètres, pour s'appuyer sur ce qu'on a aussi dans les smartphones qui nous mettent notre temps finalement qu'on passe. Parfois, ils vont désactiver une application pendant quelques jours, quelques semaines, puis la remettre. Voilà, rien n'est définitif, mais ils gèrent, ils commencent à s'autogérer parce qu'à nouveau, ils n'ont pas pu beaucoup compter ni sur les réseaux sociaux, ni sur leurs parents pour les aider à faire ça, parce que c'est vrai qu'on ne se sent pas toujours très compétents. Donc, ils sont débrouillés tout seuls et ça, je pense que c'est aussi voilà, quelque chose de très optimiste et sur lequel il faut compter, c'est que cette nouvelle génération a un regard critique sur ces objets-là et qu'elle va commencer à se débrouiller toute seule aussi. Il y a quelques jours, et pour les plus jeunes, Emmanuel Macron a déclaré la guerre aux écrans. Il a proposé d'interdire les téléphones portables avant 11 ans, limiter l'accès aux réseaux sociaux avant 15 ans. En pratique, on fait comment ? On demande la date de naissance à chaque acheteur de smartphone, et puis c'est les parents qui prêtent leur téléphone aux enfants. Alors, très honnêtement, je ne sais pas comment il va pouvoir limiter les téléphones avant 11 ans, même si tout le monde, je pense, est d'accord là-dessus, mais c'est vrai que c'est difficile d'empêcher ça. Il faut se souvenir aussi, et bien se rappeler que, par exemple, pour le tabac et l'alcool, ce n'est pas interdit qu'un enfant prenne du tabac ou de l'alcool, c'est juste interdit de vendre à des enfants du tabac ou de l'alcool. Donc, va pouvoir éventuellement limiter la vente, par exemple, mais personne ne vend directement à un enfant. Il va peut-être pouvoir limiter l'usage du téléphone dans des accueils collectifs d'enfants, mais c'est vrai qu'à la maison, il ne pourra pas interdire aux parents de le faire. Voilà. Oui. En revanche, les réseaux sociaux avant 15 ans, ça, c'est possible de le faire. Merci Justine Atlan. Je rappelle le numéro, le 3018, numéro gratuit, est disponible 7 jours sur 7 si on veut signaler du cyberharcèlement ou des contenus inappropriés. Des conseils pour les parents. Ou des conseils donc, au sein de l'association e-Enfance dont vous êtes la directrice générale. Merci beaucoup. Merci à vous.